pile 6 heures partout au Bénin. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle journée qui commence. Nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est déjà le 12 décembre 2018 et nous sommes ensemble pour 2h45 minutes de direct télévisuel. Tous les mercredis, nous allons respecter une fois de plus la tradition. Nous parlons justement d'économie. Et aujourd'hui, nous avons choisi de jeter notre dévolu sur le sous-secteur ou si vous préférez, sur le secteur maritime et portuaire avec, on va voir justement dans les discussions qui vont suivre tout au long de cette matinale, on verra quel en est l'apport pour l'économie nationale. L'équipe, elle est toujours là. De l'autre côté, les équipes techniques sont déjà en place, l'équipe rédactionnelle également. Et puis nous, présentateurs simples, nous sommes encore en votre compagnie. Ricardo, c'est Damiloï Pekou, bonjour. Bonjour Serge Senandi Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 12 décembre 2018. Nous sommes déjà le 3e jour de la semaine, encore 2 jours et nous allons pouvoir nous revoir la semaine prochaine. Les fêtes approchent justement et 5 sur 7 matin la semaine prochaine, nous vous l'avions annoncé depuis lundi, nous allons pouvoir nous mettre justement aux couleurs de la fête. Mais avant tout ceci, nous sommes mercredi et vous le savez, mercredi nous parlons essentiellement économie et finances. Vous l'avez si bien rappelé, nous mettons un accent particulier donc ce jour donc sur le secteur maritime et portuaire. Nous allons pouvoir en discuter notamment dans le forum de discussion, mais également avec nos invités puisque nous allons faire également un tour au Conseil national des chargeurs du Bénin pour voir un peu de ce côté ce qui s'y passe avec les différentes innovations. Mais avant tout ceci, nous avons rendez-vous comme tous les mercredis d'ailleurs, avec Maxime Toklo. Et Maxime Toklo qui met un accent particulier aujourd'hui sur les PME et PMI pour une meilleure qualité de service. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces différentes PME et PMI? Il nous en donnera aujourd'hui quelques clés. Et puis, nous allons voir, hein, il faut vous rappeler la question du jour. Elle est toute simple, relative au secteur portuaire et maritime au Bénin. Dites-nous simplement ceci. Que faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif? Dites-nous simplement ce qu'il faut faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif. C'est la question que nous vous adressons ce jour, question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication, notre page Facebook, notre compte Twitter et puis notre numéro WhatsApp. C'est bien le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous simplement ce qu'il faut faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif. Ne ratez surtout pas la troisième partie de cette émission. Dans nos assiettes, on vous proposera quelque chose de succulent. Vous aurez l'occasion de le remarquer. Il y aura également le sport et puis la revue de la presse béninoise. 5 sur 7 matin, et si on démarrait? Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24 qui nous amenait dans le département du Koufo.
Nous étions plus précisément dans la ville d'Aplaroui, une ville pas très loin donc de Lalo et de Diakotomé. Faites-y un tour et vous allez pouvoir vous faire plaisir sans doute. À suivre dans les prochaines minutes de 5 sur 7 matin, la revue des titres des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. Nous allons pouvoir vous rappeler la question du jour, vous livrer les paroles de sages. Mais avant tout ceci, nous allons pouvoir revisiter l'actualité au plan national à travers le flash d'information. Nous sommes mercredi et c'est une réalisation de Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. 5 sur 7 le flash, entamons ce matin par un anniversaire. Hier 11 décembre 2018, la constitution béninoise a eu 28 ans. Quelques constitutionnalistes ont pris la peine à l'occasion de s'exprimer sur ce test fondateur de la démocratie au Bénin. Aujourd'hui, il n'est pratiquement pas disponible de retrouver la Constitution dans toutes les langues du Bénin. Or, en application de l'article 40, on devrait veiller à ce que toutes nos langues du Bénin puissent avoir sa copie de la Constitution, ce qui permettrait à chaque citoyen de l'approprier. Quels sont les efforts que nous faisons donc dans l'éducation citoyenne pour aider les citoyens à mieux connaître la Constitution? C'est sur ça que nous trouvons qu'il y a beaucoup à faire. Nous pouvons dire que la Constitution de 90 est quand même sur la voie que les initiateurs ou les créateurs lui ont tracée. En politique, le week-end écoulé, la Ligue de la jeunesse progressiste s'est réunie en assemblée générale à Abomey-Calavi. Intervenant au lendemain du congrès constitutif de l'Union progressiste, cette rencontre s'est voulue l'occasion d'installer les ligues locales dans les 8 communes de l'Atlantique. À près de 60% de la population, les jeunes restent frappés par le chômage. Ces jeunes qui se heurtent à des problèmes d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé, doivent désormais faire un choix. Celui de s'exprimer sans limite, de prendre clairement position dans les réflexions stratégiques et les choix de politique qui impactent leur vie. Telle est la raison fondamentale de la naissance de la Ligue, dont les activités sont même antérieures à la naissance du parti Union progressiste. Archi-Innov, c'est parti. Le premier salon de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin va rassembler pendant toute sa durée les professionnels de l'aménagement du territoire et du cadre de vie. Le ministre José Tonato était présent à la cérémonie de lancement. Ce que je voudrais souhaiter aujourd'hui à l'Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin, de prendre réellement sa part et sa place sur le terrain, sur le chantier du cadre de vie, puisque ils sont les professionnels du cadre bâti. Par rapport à tous ces défis, les membres de l'Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin soient à la hauteur des attentes légitimes de nos populations, puisque nous sommes, au-delà de nos professions, des acteurs d'utilité publique. Le nouveau test est le cadre institutionnel des allocations universitaires en pleine vulgarisation depuis le lundi 10 décembre dernier. À la faveur d'une campagne de vulgarisation lancée à cette date, les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur ont largement évoqué la nouvelle réglementation en la matière. La campagne de vulgarisation telle qu'elle va se dérouler vous permettra de rentrer dans les détails des avantages des nouveaux textes, mais en même temps vous permettra de dire encore mieux vos attentes, parce que c'est dans un climat d'échange que cela se déroulera. L'univers de la mode pour boucler ce flash. La nuit béninoise du concours de mode, Vlisco a consacré 3 créateurs qui iront représenter le Bénin sur la scène continentale dans le cadre du challenge Vlisco Fashion Fund. C'était 59 créateurs qui sont venus, donc il a fallu éliminer tout ça jusqu'à tomber sur 15. Donc c'est 15 créateurs qui ont été interviewés. Ils ont présenté les modèles sur photo et tout. Et on a
fait l'interview pour savoir leur formation, leur expérience professionnelle et comment ils sont revenus à la mode, quelles sont leurs sources d'inspiration et autres et tout. Donc on a fait les interviews et on a évalué la capacité de chacun. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Nicanor Kovi. On aura le plaisir de vous retrouver donc lundi prochain, parce que demain, ça doit être Rebecca Kenjaronde. Allez, tout à l'heure, on va vous rappeler la question du jour. Elle est relative à ce dont nous allons parler aujourd'hui. On met le cap justement sur les navires, sur le port. Nous allons parler de la compétitivité du port de Cotonou. Et puis, on aura droit aux paroles de sage avant de retrouver notre expert Maxime Toclor qui nous parle aujourd'hui des services à rendre dans les PME et PMI. On marque d'abord une courte pause, le temps de tout apprêter pour la revue des titres. À tout de suite. Jeune fille, un seul rapport sexuel suffit pour être enceinte, pour être infectée par une IST ou par le VIH-Sida. Moi, je me protège. Et toi ? L'homme est beaucoup plus disponible que la femme, mais de plus en plus aujourd'hui, une femme avec une tête bien faite, qui a les diplômes et le niveau requis, est facilement, j'allais dire, on peut plus facilement la conduire à un poste de direction générale qu'avant. C'est elle qui tient les lieux. Peut-être il y a une certaine hypothèse qui dit, peut-être si ça se passe comme ça, c'est parce qu'on se rend compte de la trop grande puissance de la femme, et pour cela, les hommes, à travers les cultures successives, ont monté les choses de cette manière. Il n'y aura aucun décret qui va décider que demain, il y aura parité dans tel domaine, dans telle institution ou pas. C'est un problème profond qui se pose. Il faut que le garçon sache exactement qu'il doit pouvoir être capable de faire la cuisine, qu'il doit être capable de faire la vaisselle, même si pour nous, c'est raté et on ne se plaint pas beaucoup non plus. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. Voilà, nous sommes déjà de retour après cette pause. Le temps pour nous de tout apprêter de l'autre côté pour la revue des titres des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Le temps juste de vous rappeler la question du jour. Que faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif? Que faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif? Dites-nous simplement ce qu'il faut faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif. Répondez donc à cette question via nos canaux de communication qui sont d'ores et déjà ouverts. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Répondez donc à cette question. Et puis, dans la deuxième heure de cette émission, Maurice Tantan se fera l'énorme plaisir de nous lire par ici, de nous livrer vos commentaires et avis. Et puis, nous vous l'avions annoncé à l'entame de cette émission, nous allons pouvoir mettre un accent particulier ce jour dans le forum de discussion sur la compétitivité du port autonome de Cotonou. Nous parlerons plus précisément du transport portuaire et maritime, ce que cela apporte réellement à l'économie béninoise. Pour cela, nous aurons sans doute un plateau relevé avec des personnes qui justement sont directement liées au port autonome de Cotonou, qui viendront par ici nous présenter un peu les divers
diverses activités menées à cet effet. Et puis, nous allons pouvoir également, dans un instant, parler donc des petites et moyennes entreprises, les PME, et les petites et moyennes industries, les PMI, pour une meilleure qualité de service. Maxime Toklo de l'ANPME viendra par ici dans un instant nous en parler. Serge, on va pouvoir... On continue, hein, bien sûr. Faire la revue des titres, nous allons pouvoir lire les paroles de Sage, c'est bien ça? C'est exact. On va prendre les paroles de Sage juste après. On va retrouver Maxime. Que nous dit-il de Sage aujourd'hui? Eh bien, la Sage, elle a nom Elsa Triolet. Elle dit ceci: il n'y a pas d'endroit où l'on peut respirer plus librement que sur le pont d'un navire. Il n'y a pas d'endroit où l'on peut respirer plus librement que sur le pont d'un navire, tout simplement. Parce que là, vous contemplez un peu tout, visiblement, vous prenez de l'air, Serge. Ben ouais, c'est vrai, mais c'est souvent bon pour ceux qui ont bien mangé et qui peuvent aller prendre, qui peuvent se mettre au petit lait, bien sûr, sur le pont d'un navire. De toute façon, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais on y voit là-dedans quand même tout ce qu'il peut y avoir de beau et de bon sur un port. Ça peut parler également d'économie, hein, pas forcément pour ceux qui ont fini, ceux qui sont à l'abri du besoin. Bon. Et Dieu sait qu'ils ne sont pas aussi nombreux que cela dans nos pays africains par ici, sous les tropiques. Allez, on va retrouver maintenant Maxime Toklo. Avec lui, comme tous les mercredis, nous allons parler des PME et des PMI. Aujourd'hui, il nous parle surtout des services. Comment rendre ces services compétitifs? Comment leur rendre leur qualité beaucoup plus, leur qualité supérieure si vous préférez. On installe tout de suite Maxime. Tous les mercredis, il est au rendez-vous. Maxime Toklo, bonjour. Bonjour Ricardo. Vous allez bien? Très bien, bonjour Serge. Bonjour Maxime, bienvenue. Allez, avec vous aujourd'hui, nous parlons notamment des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, et les PMI, les petites et moyennes industries, pour une meilleure qualité de service. Alors, pourquoi vous mettez un accent particulier sur la qualité du service? Oui, merci. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin d'une année et nous savons qu'en cette période, il y a beaucoup de produits qui sont vendus sur nos marchés. Et ces produits sont des produits fournis par des PME et des PMI. Donc, la plupart de nos entreprises essayent de faire leur chiffre d'affaires, disons, d'optimiser leur chiffre d'affaires en cette période. Et chaque entreprise, en cherchant à gagner le maximum de profit, essaye de trouver des moyens, souvent détournés, pour maximiser ce produit. On retrouve malheureusement parfois sur le marché des produits de mauvaise qualité, des produits qui ne répondent pas aux normes, des produits qui sont trafiqués, et ça c'est une réalité. Et je crois d'ailleurs que le ministère du Commerce est en train d'attirer l'attention de la population. Même si pour le moment il n'y a pas encore des descentes. Des descentes, voilà. Mais le ministère est en train de faire son travail déjà. Je crois que dans le communiqué, ils ont d'ailleurs précisé que les agents du ministère vont faire des descentes inopinées pour faire ce contrôle-là. Donc c'est assez important d'interpeller donc la conscience de ces PME et PMI sur la qualité des produits et services que ces PME offrent. On pense souvent que c'est une période au cours de laquelle il faut profiter et on oublie demain. Une fois cette période passée, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, lorsque je mets sur le marché à cette période un produit de mauvaise qualité, lorsque j'ai des services défaillants, eh bien, malheureusement, il y a une diffusion au sein de la population au point où mon entreprise risque de recevoir un grand coup. Et on parle souvent du marketing de réseau pour faire la promotion des produits et des services, mais également lorsque c'est un service de mauvaise qualité, l'information est également diffusée. Et elle va plus vite. Et elle va d'ailleurs plus vite. Ouais. Et malheureusement, c'est l'entreprise qui reçoit le coup. Et comme nous, à l'ANPME, notre quotidien, c'est d'aider les entreprises, de les accompagner pour leur permettre de ne pas
tomber dans le trou, pour leur permettre donc de franchir tous les obstacles et de toujours se tenir, eh bien, nous avons estimé qu'il est important d'insister sur la qualité des produits et des services des PME et surtout rappeler aux entreprises que leur raison d'être est la qualité de leur service. Vous êtes une entreprise, vous fabriquez un produit de qualité, mais si le service qui doit l'accompagner n'est pas au rendez-vous, eh bien, vous allez tout simplement perdre vos clients. Et lorsqu'il n'y a plus de clients, c'est que l'entreprise ferme ses portes, ce qui est dommage et ce qui arrive d'ailleurs quelquefois. D'accord. Alors, mais comment est-ce qu'une entreprise peut savoir que ses services sont de bonne qualité enfin, je vais prendre l'envers des choses. De mauvaise qualité. Voilà, je vais prendre l'envers des choses. D'accord. Il est important d'abord pour un chef d'entreprise de faire une auto-évaluation périodique. Le chef d'entreprise ne doit pas attendre les plaintes des clients avant de chercher à comprendre ce qui ne va pas. Il doit mettre en place un système de veille, un système, disons, qui à chaque fois le renseigne sur la qualité des produits et services. Dans certaines entreprises, vous allez voir, à chaque fois qu'un client vient, eh bien, on lui offre la possibilité d'apprécier la qualité du service, de dire s'il est satisfait, s'il ne l'est pas, s'il est fâché, eh bien, et il exprime. Et d'ailleurs, le personnel de l'entreprise qui offre ce service, conscient de cela, est obligé de toujours s'arranger pour offrir un service de qualité lorsqu'il y a ce système-là dans l'entreprise. Dans d'autres entreprises, encore, vous allez voir des boîtes à idées, des boîtes de suggestions, et on permet donc à toute personne qui vient de laisser un message et de dire, voilà, je ne suis pas content de temps, je suis satisfait par rapport à tel, parce que quand on parle de boîte de suggestions, il ne suffit pas seulement de dire ce qui est mauvais, il faut aussi dire ce qui est bon, pour permettre à l'entreprise de se baser là-dessus, pour peut-être développer ce service qui est déjà bon et lui permettre de faire le chiffre d'affaires. Donc, c'est important, l'entreprise, pour le savoir, elle est obligée de mettre en place ce système en son sein. Elle est obligée aussi parfois d'aller interroger ses clients si le système n'est pas automatique au niveau de l'entreprise, au point où au quotidien, on a l'information au niveau de chaque client. De temps en temps, l'entreprise doit pouvoir interroger sa clientèle pour voir quels sont les reproches qu'on lui fait, pour voir est-ce que le client a des critiques vis-à-vis des produits et services qu'elle offre. C'est ça qui va lui permettre donc de savoir les dispositions à prendre pour, disons, régler les différents problèmes qui se posent. Mais il va falloir faire violence forcément sur soi-même lorsque vous parlez d'auto-évaluation. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on fait bien. Voilà. Et on ne veut pas prendre en compte les propositions ou les critiques des autres. C'est au chef d'entreprise, puisque c'est son business, et je m'intéresse surtout aux PME et aux PMI, c'est à lui justement de veiller à cela. Parce que lui, il a intérêt, puisque si le service n'est pas de qualité, eh bien, c'est son entreprise qui va couler. Donc, il a intérêt à mettre en place un système d'auto-évaluation. Il doit être en mesure de se critiquer. Et les chefs d'entreprise qui ne le font pas ressentent cela au niveau des résultats, tout simplement. Ou une autre entreprise qui naît après, qui offre des services similaires, vient tout simplement leur arracher leur clientèle. Et plutôt que de se plaindre, il vaut mieux se remettre en cause et prendre les dispositions pour dépasser les obstacles. Et vous voyez, très souvent même, le problème se pose au niveau même des micro-entreprises. Je me souviens encore, j'avais l'habitude d'aller acheter les fruits chez une dame et j'ai constaté un jour que ces fruits étaient pourris. Je suis reparti, je lui ai dit, mais écoute, madame, vos fruits sont pourris. Et elle a dit quoi? Et elle n'a pas voulu reconnaître cela. Une autre fois, je suis reparti, j'ai acheté tout de suite, arrivé à la maison, j'ai constaté que le fruit était pourri. J'ai ramené le fruit et en l'état, je lui ai dit, bon, écoute, madame, voilà un peu voilà ce que vous m'avez vendu. Elle a regardé, elle a reconnu que c'est effectivement chez elle que j'ai acheté. Mais elle me dit, bon, complète un peu l'argent pour que je le change. Alors, je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec un fruit qui est pourri? C'est elle qui endosse la responsabilité parce que c'est elle qui a un produit de mauvaise qualité. Donc déjà au niveau de la micro-entreprise, de la bonne dame qui vend au marché, il faudrait qu'elle prenne conscience de cela et qu'elle se dise, je dois offrir des produits et services de qualité, je dois faire attention et en allant donc me ravitailler chez mes fournisseurs,
je dois faire attention pour qu'on ne me vende pas aussi n'importe quoi. Et en cette fin d'année, on leur demande de vérifier les dates de péremption des produits. Elles doivent veiller à tout cela et elles doivent faire en sorte que ce ne soit pas le client qui paye le prix, mais qu'elle, déjà à son niveau, elle veille à ce que les normes requises soient respectées. Alors, lorsqu'on est dans le secteur de la transformation des produits agro, il faut aussi se conformer aux normes requises. Il y a des normes qui sont établies. Il faut faire en sorte que son produit soit conforme à ces normes-là. Et c'est vrai, on encourage... Et il faut se soumettre aussi au contrôle de qualité. Il faut se soumettre au contrôle de qualité, s'assurer qu'on est en train de bien faire, parce que c'est vrai qu'on encourage la population à s'intéresser aux produits locaux, mais il ne faut pas aussi faire consommer n'importe quoi à la population. Il ne faudrait pas qu'en voulant consommer le made in Bénin, qu'on se rende malade et qu'on se crée d'autres problèmes plus graves. Donc, nous devons sensibiliser les entreprises pour qu'elles veillent à cela, pour que leurs produits et services soient de qualité, conformes aux normes requises, qui permettent à la clientèle de justifier son choix pour le produit local. Mais est-ce qu'il faut, pour une PME, par exemple, s'autosuffire, c'est-à-dire, je suppose un instant qu'il y a des clients qui viennent acheter chez vous et que ces clients apprécient la qualité de vos services, est-ce que cela suffit pour ne pas améliorer ce que vous offrez à la clientèle? Alors, cela ne suffit pas. Parce que, vous savez, dans une entreprise, il y a plusieurs phases de croissance. C'est une courbe exponentielle. Et lorsque vous atteignez le plateau, vous êtes au sommet, vous devez faire l'effort de vous maintenir et non de chuter. Donc, l'entreprise qui offre déjà des produits et services très appréciés par la clientèle doit veiller à ce que la qualité soit maintenue et, au besoin, doit chercher à apporter des services connexes pour amener toujours la clientèle à s'intéresser à son produit. Et vous savez qu'il y a des produits, je ne voudrais pas citer de nom, mais il y a des produits qui, au niveau mondial, au niveau international, qui sont très connus, qui ont déjà un très grand marché et qui aujourd'hui ne cherchent qu'à se maintenir parce qu'il n'y a plus trop à chercher à agrandir parce qu'on est déjà au top, on est au sommet. Eh bien, il faut quand même se maintenir. Donc, on essaie de trouver des stratégies. Donc, c'est à l'entreprise de faire une évaluation, de voir ce que le client apprécie le plus et d'agir là-dessus pour toujours maintenir cette clientèle. Alors, lorsque c'est possible d'améliorer, pourquoi pas? Pourquoi ne pas améliorer? Il faut toujours améliorer. Je vais donner un exemple. Je prends le cas des jus d'ananas. Les jus d'ananas que nous produisons beaucoup au Bénin, d'accord? Nous en avons de plusieurs sortes. Dans des petites bouteilles, nous en avons en canettes, mais de plus en plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux possibilités. Il y a d'autres formes d'emballage aussi. Donc, même si une entreprise estime que son produit est de meilleure qualité, au point où elle n'arrive même pas à satisfaire la demande, eh bien, elle doit avoir une stratégie déjà prête pour améliorer au cas où d'autres concurrents viendraient faire la même chose qu'elle. C'est très important pour une entreprise du point de vue stratégique. Elle doit toujours avoir une solution B avant d'épuiser toutes les possibilités de la solution A. Et quand vous prenez le cas du secteur informatique, vous savez que ce qu'on nous donne, ce qu'on nous met sur le marché, eh bien, lorsque vous l'avez, sachez qu'il y a quelque chose de plus puissant derrière et qu'on ne sortira qu'après. Donc, l'entreprise, si elle veut survivre, si elle veut s'assurer qu'elle va se maintenir sur le marché, si elle doit être toujours compétitive, elle doit toujours avoir une autre solution derrière, plus performante que celle qui est déjà bien appréciée par sa clientèle. Une chose est certaine, c'est qu'il faut pouvoir améliorer ses services. Il faut que les entreprises apprennent à améliorer. Et améliorer ses services, cela fait appel donc au renforcement des capacités au niveau du personnel de cette entreprise. Il faut former, il ne faut pas s'arrêter de former, il faut toujours former, ça c'est important. Il faut au besoin changer des personnes, soit leur changer de poste ou les remercier tout simplement lorsqu'on se rend compte que ces personnes-là ne veulent pas se remettre en cause, ne veulent pas s'améliorer. L'entreprise peut être appelée à renvoyer tout simplement pour faute lourde
lorsque la qualité de la prestation fait fuir les clients. C'est une faute lourde? Ah oui, lorsque vous commettez certaines fautes, eh bien, ça peut faire partie, ça peut faire couler l'entreprise. Donc l'entreprise, juridiquement, a la possibilité de vous remercier. Donc ça dépend du niveau de la faute qui est commise. Lorsqu'on estime que c'est vraiment une volonté manifeste de détruire l'image de l'entreprise, eh bien, on peut être amené à vous licencier tout simplement. Et au besoin, si on constate que c'est un manque de savoir-faire, on peut renforcer vos capacités pour vous permettre de mieux faire. Vous parlez justement de fautes lourdes. Il y a même certaines PME et PMI qui mettent parfois même sur le marché des produits périmés, avariés. Oui, là c'est extrêmement grave. Là c'est la responsabilité de l'entreprise. Et même au cours des soldes. Ah oui, là c'est extrêmement grave. Et une entreprise qui se comporte de la sorte, eh bien, doit subir la rigueur de la loi. C'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement de la tricherie. Et l'entreprise peut penser que c'est une petite faute, mais vous voyez, ça peut conduire à la perte de vies humaines. Il y a des populations qui ont consommé des produits avariés et des gens sont morts tout simplement parce qu'ils ont consommé des produits qui sont déjà périmés, des produits qui ne sont pas conformes aux normes. C'est extrêmement dangereux. Je crois que l'arsenal juridique est là et les sanctions pourraient être appliquées dans de pareilles situations. Donc, nous, ce que nous recommandons aux entreprises, c'est de ne pas chercher à gagner de l'argent en faisant du faux. Il faut faire les choses comme cela se doit. Il faut respecter les normes et il ne faut pas chercher à gagner trop. Il faut y aller progressivement. On finit toujours par beaucoup gagner. C'est mieux pour une entreprise d'avoir beaucoup de clients et de gagner peu sur chaque produit que de chercher à gagner beaucoup en peu de temps et de créer des problèmes qui vont détruire son image, qui vont l'enterrer une fois pour toutes. Il y a des entreprises, lorsque la qualité du service est remise en cause, eh bien, l'entreprise est obligée de fermer, ce qui est dommage. D'accord. Maxime Toclot, peut-être avant de vous laisser partir, dans vos propos liminaires, vous aviez rappelé que nous allions vers la fin de l'année, et donc il y a beaucoup de produits qui seront écoulés sur le marché. C'est aussi le moment d'appeler les clients, les populations à plus de vigilance. Absolument. Les clients aussi doivent être très vigilants. Et comme je le disais, ils doivent regarder par exemple sur les emballages les dates de péremption, c'est très important. Ils doivent regarder, bien observer la qualité des produits qu'on leur fournit. C'est très important. En fonction du type de produit donné, je crois que si ces populations veulent avoir plus d'informations, il y a les directions départementales du ministère du Commerce qui sont un peu partout. Au moins, il y a 6 directions départementales. Je crois que les populations peuvent au besoin se rapprocher pour savoir la qualité des produits. Je crois que par le passé, on avait déploré la qualité des pains au niveau des boulangeries, par exemple, les produits de grande consommation. Il y a le ministère du Commerce qui fait un gros travail également sur ce plan-là. Et il y a eu des sanctions déjà par le passé qui prouvent la volonté quand même du pouvoir public à arrêter ce genre de comportement. Il y a les pure water que nous consommons, qui, vous savez, parfois, vous voyez... Ce n'est pas aussi pur que ça. Ce n'est pas pur, dans beaucoup de cas. On fait juste un puits à 5 mètres, là, l'eau de Cotonou, vous voyez un peu, et puis on prend, on met dans des sachets, on l'appelle pure water. C'est très dangereux quand on sait que l'eau est un produit de grande consommation. Je pense qu'on devrait interdire la consommation de tous ces produits. Oui, on devrait. C'est pas forcément tout le monde qui fait mal. C'est pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui le font. Il y en a qui sont sérieux, voilà, c'est ça, qui travaillent bien, qui respectent les normes. Donc, c'est vrai qu'une seule tomate pourrie, comme on dit, pourrait pourrir toutes les autres, mais ça n'est pas forcément l'occasion de supprimer et de jeter. Il faut toujours monter la garde quand même, veiller à ce que les gens fassent les choses dans les normes. Et il faut sanctionner. Il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Surtout quand ça touche à la santé humaine, il faut sanctionner. D'accord. Maxime Toclot, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain. À mercredi. Merci beaucoup. Allez, Dieu vous protège. Amen.
On vous amène maintenant au CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, qui s'ouvre d'ailleurs au grand public depuis quelques jours. Nous allons avec Monsieur Madjidi Marcos, le DPSI, nous allons décrypter un peu ce que c'est que le CNCB, sa mission, sa vision, ce qu'il veut bien faire pour les prochaines années. On va ensemble, avec Martial Yedigan, recevoir M. Madjidi Marcos. Connaissez ça tout de suite. Voilà, on ne touche pas les chaises. Rassurez-vous, vous n'allez pas tomber. Allez, pas tomber. Bienvenue, M. Marcos. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ah, le réveil n'a pas été difficile. C'était laborieux, mais ça va. Bon, d'accord. Enfin, je sais que... Pas l'habitude des plateaux. Quand on faisait le briefing hier, vous aviez quelques appréhensions. Il disait que c'était extrêmement difficile. Ben voilà. Allez, après 50 ans, vous allez doucement. Mais vous êtes venu très tôt, c'est bien, vous êtes ponctuel. Allez, allons-y maintenant dans le vif du sujet. Une belle clarification pour commencer. Le CNCB ou la CNCB, comme le disent beaucoup, qu'est-ce en réalité? Je crois que cette émission permettra de mettre fin définitivement à la CNCB. Ce n'est pas la caisse, c'est le Conseil national des chargeurs du Bénin. Voilà, c'est un conseil de chargeurs, le Conseil des chargeurs. Et j'espère que après cette émission, et après la semaine du CNCB que nous sommes en train d'organiser, je crois que et les amis du secteur portuaire, et les chargeurs, et le public, tout le monde arrêtera la CNCB, on dira le CNCB. Voilà. D'accord. Mais vous parlez de conseil. Qu'est-ce en réalité que ce conseil? Est-ce qu'on doit le considérer comme un conseil des ministres, un conseil municipal, un conseil de village? C'est quoi finalement ce conseil-là? Disons, il faut remonter un peu dans l'histoire pour bien comprendre le concept de conseil des chargeurs. Le commerce maritime, à un moment donné, était dominé par ce qu'on appelle les transporteurs maritimes. Eux, ils se réunissaient en pôles, ils faisaient des cartels qu'on appelait conférences maritimes. Ils fixaient unilatéralement les prix de transport maritime. Ils organisaient le commerce à leur guise. Donc, devant un pôle, un cartel, un seul chargeur est impuissant. Et c'est en réaction à cette omnipotence des conférences maritimes que les chargeurs se sont eux aussi réunis. Alors, un conseil des chargeurs, par définition, en fait, c'est une association professionnelle de chargeurs, importateurs-exportateurs. Ils se regroupent juste pour un objectif, constituer à leur tour un pouvoir de négociation pour pouvoir obtenir des conditions de transport de leurs marchandises à moindre coût, des conditions satisfaisantes et efficaces, et surtout à moindre coût pour le transport de leurs marchandises. C'est ça l'esprit du concept de conseil des chargeurs. Et à l'appel de New Delhi de la CNESED de 1968, les pays du tiers-monde aussi, vu l'importance du secteur maritime dans le développement, ont commencé à créer des conseils de chargeurs. Nous, le CNCB, c'est le 25 mai 1983 que le CNCB a été créé. Donc, ce n'est pas le conseil des ministres, il y a le concept de conseil dans les missions, c'est-à-dire les missions qui sont fondamentalement au nom de droit, la défense des intérêts des chargeurs et des autres intervenants de la chaîne des transports, l'assistance directe aux chargeurs par la formation, l'information et les conseils, et l'assistance indirecte que nous appelons la promotion de la chaîne des transports, qui consiste en la constitution d'infrastructures d'appui aux chargeurs et à la participation à toute mesure de facilitation qui pourrait entrer dans le cadre de la compétitivité du port et aller à la prospérité de ceux que nous appelons chargeurs, importateurs, exportateurs, qui sont eux nos mandants. Nous ne sommes leurs mandataires. Voilà. Oui, Conseil national des chargeurs du Bénin, il est évident que sans le port, vous n'existez pas. Ça, c'est clair. Mais les ports sont des plaques tournantes des transports. Oui. Au Bénin, qu'est-ce que vous représentez pour le port de Cotonou? Pour le port de Cotonou, nous sommes un maillon très important. Je vais vous dire comment les choses fonctionnent au niveau des ports. Les ports de par le monde, c'est dans le commerce international des nœuds, où la marchandise,
On embarque, on débarque, on fait du stockage et on fait de la livraison. Toutes ces opérations se passent sous la forme de chaîne, où il y a beaucoup d'acteurs. Les acteurs sont comme des maillons de cette chaîne. Et chaque maillon doit pouvoir jouer son rôle. Parce que dès qu'il y a une défaillance, un surcoût, une perte de temps sur un maillon, c'est le rendement de toute la chaîne qui est impacté. À l'inverse, s'il y a un gain de productivité sur un maillon, c'est en même temps toute la chaîne qui est... Donc, un maillon comme le Conseil national des chargeurs est un maillon important de par ses missions et de par l'application des résolutions et autres prescriptions au niveau gouvernemental que le Conseil doit mettre en œuvre. Le collègue qui est passé tout à l'heure a parlé de la formation comme étant un vecteur de compétitivité des entreprises. Le CNCB assure la formation et le recyclage du personnel de toute la communauté portuaire. En moyenne, c'est 15 formations par an. C'est une moyenne de 400 personnes qui sont formées et dans des domaines où ils ont exprimé le besoin. Parce que vous voyez aussi, l'autre chose, c'est que lorsque vous avez une prestation que vous voulez faire, si cette prestation elle est très ingénieuse et si elle n'est pas en adéquation avec un besoin donné, vous passez à côté. Vous passez à côté, il n'a pas besoin de ça. C'est joli, mais ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est des besoins qu'ils ont exprimés de formation et nous assurons la formation de tous ces acteurs-là. De tous ces acteurs, pour des raisons, le système, le port fonctionne comme une chaîne et chaque maillon doit être efficace pour que le rendement de l'ensemble de la chaîne portuaire soit un rendement optimal. Oui, vous avez quand même, pour vous garantir la compétitivité, vous êtes rassuré de la formation que vous garantissez à tous ces acteurs portuaires. Mais dites-nous, aujourd'hui, est-ce que, en tant que conseil, comme vous le dites, vous avez la logistique qu'il faut pour, disons, faire face à la compétitivité au port de Cotonou? Parlant de compétitivité du port, vous parlez de quelque chose de global. Oui. Vous parlez de quelque chose de global. Et je vais, plutôt vous parler du rôle du CNCB dans le cadre de cette compétitivité du port. Oui. Alors, je parlais des missions du CNCB tout à l'heure. J'ai parlé de la formation. C'est un vecteur de compétitivité. Il y a un homme politique ici qui a dit il y a de richesse que d'hommes. C'est les hommes qui font la richesse. Ça, c'est clair, c'est les hommes qui feront la compétitivité. Ça, c'est de l'assistance directe. Je parlerai maintenant de ce qu'on appelle la promotion de la chaîne des transports ou assistance indirecte. Ça consiste en la construction de parkings, d'infrastructures, d'appui aux opérations des chargeurs. Un parking, c'est quoi? Un parking vous permet la fluidité du trafic, le désengorgement du port. Lorsque le port est désengorgé, d'autres trafics de marchandises peuvent venir. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. C'est un élément de promotion au fait des échanges dans une communauté. La fluidité du port. La sécurisation du corridor. Parce que quand le camion, les assurances, ils ont dit que 85% des cas d'accident de camion lourd sont dus à la fatigue du chauffeur, du camionneur. Donc, il faut qu'il s'arrête en tout temps. Il faut, pour la sécurité des marchandises de nos mandants, les chargeurs, il faut qu'il s'arrête en tout temps. La sécurité du conducteur, la sécurité de son apprenti. Je ne sais pas si vous voyez. La sécurité même des riverains, des corridors, parce que quand il y a un stationnement anarchique, c'est des accidents et autres. En jouant rien que sur l'élément fluidité du trafic au niveau du poste acheminement des marchandises, nous jouons un rôle important pour la compétitivité du port. Le CNCB est le point focal de l'Observatoire des pratiques anormales. C'est un projet de l'UMOA et de la CEDEAO dont l'objectif est au fait de recenser sur un corridor les pratiques nuisibles à la fluidité du trafic routier. Rançonnement, autres tracasseries, barrières illicites et tout ça. Envie de les éliminer. C'est très important quand vous avez un corridor qui est sécurisé, un corridor qui est fluide. On voit souvent le port, mais la compétitivité du port, ce n'est pas toujours
à l'intérieur du port. Il y a des services connaissent, on dégage les entrepôts pour dégager vite le port pour que d'autres marchandises puissent. Voilà des éléments qui concourent à la compétitivité du port. Venons-en maintenant un peu à l'embarquement et au débarquement de la marchandise. Est-ce que lorsqu'on considère que les ports sont là pour aider les transports aériens, je vais dire, mais en ce moment, il n'y a que, à part le port, le temps devient plus long. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres aujourd'hui, des statistiques qui montrent qu'au port de Cotonou, vous arrivez à couler les produits, les marchandises rapidement, comme il le faut? Les statistiques, de façon précise, je n'en ai pas sous la main pour ce qui est fait tout dernièrement. Mais je sais que les acteurs portuaires ont de tout le temps mené beaucoup d'actions pour que les opérations d'enlèvement de marchandises se passent très bien. J'ai connu entre-temps un comité 24 dans lequel j'ai travaillé, où la marchandise doit sortir le plus tôt que possible. Et les efforts qui ont été faits, nous y avons contribué aussi, et pour la mise en place du guichet unique de 2011, octobre 2011, 11 octobre 2011, je crois, ont permis quand même d'accélérer, de donner plus de célérité aux opérations d'enlèvement des marchandises aujourd'hui au port de Cotonou. Que ce soit au port de Cotonou, que ce soit au niveau des frontières, le CNCBI a participé, mais les locaux qui abritent les installations du guichet unique à Ilakondi aujourd'hui ont été mis gracieusement à la disposition de la Sécu par le CNCB. Allez, venons-en maintenant à cet anniversaire que vous célébrez tout de même, 1983-2018, cela fait tout de même 35 ans. Exactement, que le CNCB existe. Quel est le bilan que vous pouvez faire de ces 35 ans? C'est vrai qu'en quelques minutes étalé 35 ans de vie d'une entreprise. C'est vrai. Beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai qu'il reste aussi beaucoup de choses à faire. Quand on parle aujourd'hui du CNCB au bout de ces 35 ans, si je dois parler de quelques réalisations, je dirais c'est dans le cadre de la mission de la promotion de la chaîne des transports, c'est le parking de Godomé, le parking de Zé, le parking de Parakou, le parking de Ilakondi, les parkings de Iloa, Amadé-Calais et de Bodié-Calais sont en cours de construction. Bon, je parlerai également d'une vingtaine quand même de domaines que nous avons acquis et qui seront mis en valeur progressivement dans le cadre de l'assistance toujours aux chargeurs sous forme de parking d'entrepôt, d'aide de repos, d'aide de stationnement. Je parlerai des projets comme l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales dont nous sommes le point focal. Je parlerai du centre frontalier d'information de Craquet que nous avons mis en place avec l'aide de l'USAID et dont la mission est au fait de faire la sensibilisation et la formation des usagers de la zone frontalière afin que, en matière de procédures de commerce régional, afin qu'il y ait afin que les coûts et les délais de passage au niveau des frontières soient optimisés. Je parlerai de la VGM, la certification du poids des marchandises à l'embarquement. C'est un amendement au chapitre 6.2 de la Convention SOLAS, la convention qui SOLAS, c'est Safety of Life c'est au fait une convention qui parle de la sauvegarde de la vie en mer. Pendant longtemps, les chargements des navires étaient basés sur des poids déclaratifs et il y a eu beaucoup de problèmes, des sinistres, le Titanic, voilà, des tristement célèbres. Donc, par rapport à ces difficultés, l'Organisation mondiale maritime a dit, écoutez, on certifie le poids de la marchandise avant de l'embarquer. Voilà, donc le CNCB a été la structure qui a été mandatée par l'État pour faire cette certification. Aujourd'hui, d'autres choses, la bourse électronique de fret, le trade point, sont autant de choses qui ont été réalisées pendant toute cette année. Mais il reste beaucoup de choses
quand même à faire parce que On là, va d'ailleurs en aujourd'hui... parler dans un instant. D'accord, Mais merci. non, juste avant d'oublier, je veux dire, avec la certification dont vous parlez, est-ce qu'aujourd'hui, vous certifiez, vous, qu'avec le CNCB, il y a cette certification qui est observée, c'est-à-dire il n'y a pas de chargement au gabarit, comme on le dit, pour avoir des déconvenus après? Bon, la question de haut gabarit est souvent utilisée. Oui, je sais, mais sur c'est le juste transport, pour bon, analogique. aussi. Non, sur le navire, au fait, par rapport au poids, il y a ce qu'on appelle le plan de répartition des charges sur le navire. Ils ont un plan. Donc, Et ça, c'est immédiat. Ouais, Automatique, j'allais dire. Si, c'est une question de balance. Hein. Si je vous dis, je mets, le poids que je mets ici, c'est 10 kg. Vous allez me mettre en même temps un poids de 10 kg pour pouvoir équilibrer. Mais si jamais le poids que j'ai déclaré ici, c'est 15, ça fait comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut que le poids soit certifié, que ce soit un bon poids. Par rapport à ça, nous n'avons pas nous ne sommes pas opérateurs de paysage, mais nous nous sommes mis avec l'Agence nationale de météorologie pour certifier un certain nombre de ponts, pour être sûr que le poids que l'on a sur ces ponts, c'est le bon poids. Ouais, c'est toute une procédure. On a des agents qui sont spécialisés qui le font. Mais ça se passe très bien. Il y a quelques problèmes. Bon, alors, ça passe quand même. Monsieur Madjidi, un bilan, je dirais, quand même appréciable. En 35 ans, il y a eu quelques péripéties avant de venir au programme de cette semaine, visiblement, qui s'achève. Je parlais de quelques péripéties. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la question du BESC. Ah oui, le BESC, c'est le bordereau électronique de suivi de cargaison. Ah oui. Je dois dire que le BESC, pour qu'on comprenne le BESC, il faut partir de la mission du CNCB, deux missions du CNCB. La première, c'est que le CNCB a pour mission d'œuvrer à la réduction de l'incidence des coûts de transport maritime sur l'économie nationale. Première chose. Deuxième chose, des attributions du CNCB, il faut que le CNCB puisse suivre les pratiques tarifaires des compagnies maritimes et des auxiliaires des transports internationaux. Sur ces deux éléments, le CNCB avait un document qu'on appelle attestation de réservation des cales. C'est ça qui était utilisé avant. Mais au cours des années 90, il y a eu des mutations dans le secteur des transports maritimes. Ces mutations ont induit la caducité de tous les tests qui sous-tendent le document attestation de réservation des cales. Or, c'est sur ce document que le CNCB se fondait pour mener ses avis. Il fallait donc trouver un autre document. C'est là qu'on a institué le bordereau de suivi de cargaison. Pas encore électronique. Il est devenu électronique en 2007 quand on a commencé à délivrer ça par Internet. Sinon, au départ, c'était un papier et on remplissait. Certains remplissaient même à l'embarquement à la main et puis bon, et puis on s'en contactait. C'est au fait un document qui permet de collecter des informations sur les caractéristiques du navire, de la marchandise, poids, nature et autres, du navire, type de navire, et les coûts relatifs aux opérations sur ces marchandises. La valeur de la marchandise sur la facture commerciale, le taux de fret, prix du transport de la marchandise, les frais accessoires, le manutentionnaire, l'embarquement, on appelle les handling charges. On a tous ces éléments sur le BSC. Ces éléments collectés nous permettent de faire des statistiques. Ces statistiques permettent de donner de l'information aux chargeurs, de suivre les pratiques tarifaires des compagnies maritimes et de suivre les évolutions de taux de fret. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez sur une période les taux de fret, les prix de transport que vous avez observés au départ de Anvers pour un conteneur de 20 pieds de tomates, vous avez la valeur minimale observée, la valeur maximale observée. Vous pouvez toujours dire à un chargeur, dans tous les cas, si on te fait un prix qui est supérieur à ceci, on t'a grugé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est déjà indicatif dans sa tête. Et puis, voilà un peu ce pourquoi on a instauré le BSC et ce à quoi ça sert. Maintenant, si on doit rentrer dans l'utilité même du... Voilà. En réalité, c'est ça, de ce bordereau-là. De ce bordereau. Quelle est son utilité? Je vais vous expliquer. Déjà, on prendra acteur par acteur. Pour moi, CNCB, ça me permet de collecter les informations, de produire des statistiques
dans le cadre de ma mission d'information du chargeur. Pour moi, CNCB. D'accord. Ça me permet de faire le suivi de la marchandise. Pour moi, CNCB, ça me permet de suivre les pratiques tarifaires des compagnies maritimes. Pour moi, CNCB, ça me permet une dernière chose, de financer les investissements en matière d'infrastructures de facilitation de transport, c'est-à-dire les parkings et autres. Nous sommes membres de l'Union des conseils des chargeurs africains. Et quand on s'est retrouvé en 2010 à Kinshasa, il y a eu une résolution de l'UCCA, de l'Union des conseils, qui indique très clairement les domaines prioritaires dans lesquels les recettes issues du BSC doivent être investies. Et ça, les infrastructures de transport, de facilitation de transport prennent une grande part dans ça. Alors, moi, c'est le conseil des chargeurs. Après, j'ai le chargeur lui-même. Il reçoit mes informations et mes conseils sur la base de ce BSC. Je lui fais le suivi de sa cargaison. Il bénéficie des infrastructures que j'ai mises en place en tant que CNCB. Je prends la douane. Les informations du BSC sont collectées à l'embarquement. Ces informations servent d'éléments de certification pour la douane béninoise à qui on amène des dossiers et ils doivent trouver des éléments de recoupement pour s'assurer que ces documents sont authentiques. Parce que le BSC, quand il est émis, tous les documents qui ont permis au chargeur à l'embarquement de remplir le BSC, et le connaissement, la facture de fret, la facture commerciale, la déclaration d'exportation sont joints. Alors la douane se sert de ce BSC pour la certification des valeurs dans le cadre de la déclaration en douane des marchandises. Une structure comme le port autonome, autorité portuaire, une identification de la marchandise, parce que la IS ne pensait par exemple que la marchandise, c'est telle marchandise qui vient à Cotonou, telle date. C'est un élément de renforcement de la sécurité. Le procès que dans 2 semaines, il y a tel navire qui vient, c'est la planification au niveau de l'occupation des postes à quai qu'on améliore. La manutention va pouvoir bien préparer ces opérations de débarquement des marchandises en sachant qu'il y a des sacheries qui viennent, tel tonnage, et ainsi de suite. Même, je veux dire, même les agents maritimes, les transporteurs maritimes, qui disent que, bien, en fait, c'est leur pratique tarifaire qu'on est en train de suivre à partir du BSC. Moi, je dis, ils ont un intérêt dans le BSC. L'intérêt qu'ils ont dans le BSC, c'est que tout au moins, quand on ne dit pas qu'ils font sur la base du BSC, quand on ne dit pas qu'ils font de mauvaises pratiques tarifaires, c'est toute la preuve que, bon, voilà, ils sont des gens qui ont de l'éthique en matière de trafic. On a encore 120 secondes pour terminer. Il faut tout de même que vous rappeliez un peu le programme de cette semaine, portes ouvertes qu'organise le CNCB. Je vous remercie. Vous savez, nous avons eu effectivement pendant longtemps au CNCB un problème. C'est déjà, nous ne sommes pas très bien connus. Et aujourd'hui, toutes les actions que nous menons vont dans le sens de ce que cette tendance soit inversée, d'infléchir au fait cette tendance. Nous avons organisé une semaine du CNCB avec pour objectif global d'accroître notre visibilité, d'accroître la notoriété du CNCB, d'améliorer la perception que les chargeurs, les acteurs du secteur du transport ont de notre office. On a commencé la semaine par la prière le vendredi. Après, on a fait le lancement avec le représentant du ministre des Infrastructures et des Transports. Le reste de la semaine, c'est l'animation des stands et il y a des conférences, débats chaque soir jusqu'à jeudi. La conférence de ce soir va porter sur le bulletin statistique, outil de décision pour les acteurs du port. Et demain, il y aura un débat, une conférence de débat sur le BSC, cadre d'instauration, utilité et procédure de délivrance. Toujours pour qu'on soit en contact avec les chargeurs, les acteurs de la chaîne portuaire et qu'on leur explique ce que nous faisons. Voilà, D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Marcos Madjili. Ouais, on a encore 30 secondes. 30 secondes, non, je voulais demander simplement. 35 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Vous pouvez déjà apporter quelque chose à votre papa. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que vous avez apporté à l'économie béninoise en 35 ans? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et
tout ce que j'ai eu à expliquer tout à l'heure, c'est déjà beaucoup. En matière de... Vous savez, nous sommes dans le domaine du service. Et le service a deux caractéristiques. Le service, il est périssable. On ne le stocke pas. En 20 secondes. Hein? Le service, il est difficile à évaluer. On dit que le service n'est pas tangible. Et nous avons apporté beaucoup. Nous avons, au niveau déjà, par exemple, de la chaîne des transports, nous avons